finding mission. Pourquoi ces États n'ont pas marché? Pourquoi lorsqu'ils ont marché, à un moment donné, ils ont abouti à une impasse, une sorte de division stérile du pouvoir, où des parents, des gens qui sont allés pour établir le royaume de Dieu, la Dina ensemble, se sont retrouvés en train de s'égorger les uns les autres pour de monter des complots et même, fait plus grave, souvent de faire intervenir des alliances avec les Français ou avec les Anglais de façon à contrecarrer ceux qui sont devenus des ennemis. D'autre part, lorsqu'il a visité le Sokoto sous Ousmane Danfodio Dem, là aussi il a appris comment ce monsieur a pu fédérer avec une minorité de Fulani, une immense majorité de Hausa et d'autres peuples dans un territoire qui déborde largement du nord Nigeria actuel pour englober une partie du Niger, pour englober une partie du Cameroun actuel. Et là aussi, c'était un fact-finding où il fallait qu'il sache, il fallait qu'il apprenne comment fédérer au nom de l'islam tous ces peuples qui parlaient des langages différents, qui peut-être dans l'histoire étaient antagonistes les uns les autres, qui avaient des pratiques, disons, économiques ou en tout cas culturelles différentes. Comment faire en sorte qu'on parle d'une même voix et que l'essentiel soit la fondation, l'établissement et le succès de la Dina. Là aussi, on peut dire que c'était un fact-finding et en réalité, il a posé tellement de questions qu'au Massina, il était devenu un peu gênant. Il a posé tellement de questions de détails, il a voulu savoir, il a voulu tout savoir. Il a voulu demander à tout le monde ce qu'il pensait, ce qu'il fallait faire. Et à un moment donné, les dirigeants de l'époque, les successeurs, les fils de Ousmane Danfodio n'ont pas beaucoup apprécié et ont pensé que peut-être ils voulaient prendre le pouvoir à leur place. Lorsqu'il est revenu entre les années 1840 et 1850, c'est là où il mûrit son projet, où il rassemble les hommes, où il fait une sorte comme la manière dont souvent les aventures politiques se passaient à l'époque, c'était à la limite ce qu'on peut appeler très superficiel. On attendait la saison sèche pour entrer en campagne. On essayait d'accumuler un peu de vivres pour démarrer la campagne militaire. Et la chance peut faire qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. El Hadj Omar a été beaucoup plus systématique. Il a passé plus d'une dizaine d'années, une douzaine d'années, à recruter des gens, à tester leur capacité à faire les missions qu'il allait les charger de faire, à examiner l'itinéraire dans lequel il allait s'engager. Et à chaque fois qu'il avait un projet d'aller dans cet endroit précis, il avait une sorte de, comment dire encore, de repli. Et si ça ne marche pas, voilà là où je vais passer. Si ça ne marche pas ici, je vais passer par là. Si ça ne marche pas par là, donc c'est quelqu'un, c'est un stratège qui a passé cette douzaine d'années à mettre en place ce jeu-là. Souvent les gens décrivent dans les livres, par David Robinson, qui est un grand ami à moi et qui m'a fait l'honneur d'être le keynote speaker à sa retraite au mois de mai 2010 à East Lansing. Et il a été toujours fasciné par, d'une part, la peinture, quelqu'un qui est impulsif, qui va à la guerre et qui n'a pas peur de mourir et qui n'a pas peur de sacrifier ses troupes, et l'image réelle, la réalité de El Hadj Omar, un homme posé, qui en fait n'allait jamais dans ce qu'on peut appeler des aventures. En fait, c'est peut-être même l'un des rares cas dans l'histoire de l'humanité où quelqu'un
avant d'aller attaquer quelqu'un qu'il considérait comme étant un infidèle, lui, non seulement lui écrit une lettre, mais même écrit un livre pour expliquer pourquoi vous êtes infidèle et pourquoi je vais vous attaquer au nom de l'islam. Quelqu'un d'impulsif, de coléreux et qui veut se battre à tout craint, évidemment, ne fait pas ça. Donc, ça aussi, c'est une distorsion par les sources coloniales, par la géographie coloniale, de l'image de la géographie. Une distorsion d'ailleurs qui ne nous surprend pas parce que c'est la même chose que cette historiographie a faite de Samori et d'autres personnes. Mais pour El Hadj Omar Foutiyou Tall, c'est beaucoup plus systématique parce que l'enjeu était beaucoup plus important et parce que aussi il avait affaire à peut-être un personnage central de la colonisation française en Afrique occidentale, le général Louis César Faidherbe. Lorsqu'il s'est engagé dans l'élaboration, dans la mise en place de la DINA à partir de 1850-52, et comme j'ai dit, il avait un plan précis où il savait que si ça ne marchait pas ici, ça pourrait marcher là-bas. Si devant tout ça ne marchait pas là-bas, il avait une position de repli. Il avait une capacité de revenir là où ça n'avait pas marché pour constater, pour voir, pour tirer les leçons de son échec, pour éventuellement revenir à la charge lorsque les circonstances pourraient devenir meilleures. Donc, moi, c'est cette image que je garde de l'homme, encore une fois, d'un homme posé, d'un homme stratège, qui mobilisait parfaitement ses troupes, qui savait exactement ce qu'il avait entre les mains comme outil, et dont l'image d'un prophète guerrier, d'ailleurs, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça, El Hadj Omar, le prophète guerrier. Il n'est pas prophète guerrier. Il n'est pas prophète guerrier. La notion de guerrier est loin de ce que cet homme a voulu faire et de ce qu'il a accompli. C'est un stratège de la mise en place de la DINA qui mettait de son côté les arguments juridiques, théologiques pour mener à bien le combat, qui savait réunir les hommes et les galvaniser, non pas dans les actions, comme je disais tout à l'heure, à tout bout de champ, mais dans une façon systématique, qui fait que peut-être c'est l'un des plus grands stratèges en matière de démarche politique de cette période de l'histoire de l'Afrique. Et pour conclure, parce que je voudrais quand même être assez bref, on perd toujours de vue, et nos amis Alpularen sont un peu fautifs là, de cette image. Comme je disais, j'étais dans un département d'histoire où il y avait El Hadj Oumar Kane, que certains d'entre vous connaissent. Il y avait Diallo Diallo, il y avait Sekene Modi Sissoko du Mali, mais aussi mes condisciples à moi, malheureusement tous les deux disparus avant vraiment d'avoir produit ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils avaient recherché. Mohamedou Moustapha Kane et Baylawan. Et j'avais souvent cette discussion avec eux qui voulaient s'accaparer de l'image de cet homme en le réduisant à un homme du Fouta qui est sorti du Fouta pour aller étendre l'hégémonie foutanké / tiré musulman. Non. En fait, c'est un des premiers éléments fédérateurs, un des premiers hommes qui a compris que pour construire un État moderne, d'abord, il fallait dépasser le caractère ethnique. Il fallait fédérer les énergies au-delà de ces aspects ethnico-linguistiques et créer une tension, ici une tension au sens philosophique du terme, où on visait un but qui était beaucoup plus important que le Fouta Toro simplement, ou le Bondou simplement, ou le Massina simplement, mais où en réalité il s'agissait de créer un État capable de faire pièce à la pénétration européenne. Cet État ne pouvait pas être fait par les Foutanké seulement. Ça ne pouvait pas être fait par les Torobé ou par les petits groupes d'États. Il fallait le faire, et on pouvait seulement le faire en fédérant des États et en créant une supranationalité autour de l'islam et de la défense de l'homme noir